Je te souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo de spécial FAQ sur Siegfried. Comme je te le disais dans la première vidéo, le but c'est pas juste de parler de moi de manière égocentrique, mais c'est vraiment de te donner des clés de compréhension et d'inspiration sur mon parcours pour que ça résonne chez toi comme un écho, se dire bah tiens, lui aussi il est passé par là, voici comment il a fait, voici comment je pourrais faire moi aussi. Alors comme la vidéo va être sûrement un petit peu longue, tu as en description dans les commentaires tout le chapitrage sur lequel tu peux cliquer et elle est la question qui t'intéresse. Si tu l'écoutes format audio aussi, je pense que tu auras le chapitrage avec le timing. Sur un téléphone, tu peux cliquer aussi sur l'image et aller en bas de l'image sur le chapitre qui t'intéresse. Donc n'hésite pas à le faire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées et j'essaie de répondre à toutes les questions les plus pertinentes. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc n'hésite pas déjà à mettre un petit like à cette vidéo, comme ça, ça montrera que tu l'as regardé, ça me fera plaisir, et à mettre un commentaire aussi par rapport aux réponses que je vais apporter. Donc première question, une question de Martine pseudo Lavandine qui nous dit: pourquoi dans ton CV, carte de visite, tu utilises le terme de praticien? Cela veut-il dire que dans ces différents domaines, PNL, hypnose, psychologie, tu as une expérience mais pas forcément un diplôme? Alors, très bonne question, Lavandine. Alors j'ai des diplômes pour chacun des titres que j'annonce sous ma signature, sur ma carte de visite. Et quand on dit praticien, on passe quand même une formation et un diplôme. Donc praticien, par exemple quand je dis praticien en psychologie, c'est-à-dire que j'ai suivi une formation en psychologie, mais que je ne suis pas diplômé du diplôme de psychologue. Donc chaque formation que j'ai, la PNL, l'hypnose, la psychologie, sont des formations que j'ai effectuées, qui ont été diplômantes, mais je ne peux pas dire que je suis psychologue, par exemple, parce que je n'ai pas suivi le cursus d'un psychologue. J'ai une formation en psychologie, j'ai suivi la formation en psychologie, mais je n'ai pas passé le diplôme de psychologue. Par contre, dans la PNL, oui, j'ai fait une formation aussi diplômante, l'hypnose aussi. Donc oui, tout ce que j'ai marqué dans mon CV, c'est quelque chose de diplômant. Bien que j'accorde beaucoup plus d'importance, moi, au savoir de manière autodidacte qu'au diplôme, mais je sais que certaines personnes ont besoin de se rassurer en disant qui c'est ce Siegfried, quelles sont ses compétences. C'est pour ça que je mets ça sous mon CV, parce qu'effectivement, c'est la vérité. Et ça rassure aussi certaines personnes sur le fait que j'ai quand même des méthodologies, il y a des techniques, un savoir, des diplômes qui ont été obtenus par rapport à ça. Toujours une question du pseudo Lavandine qui me dit: pourquoi depuis quelque temps tu essaies de parler d'alimentation? Ça me gêne un peu. Chacun son domaine, et comme dit le proverbe, qui trop embrasse mal étreint. Alors c'est une très bonne question. Alors, au moment où je tourne la vidéo, on vient de terminer il y a très peu de temps une semaine entière de thématiques sur la nutrition. Et c'est pas que j'essaie de parler d'alimentation. C'est que quand on est haut potentiel et qu'on veut s'épanouir, c'est un des éléments essentiels de son bien-être, l'alimentation. Et c'est pas, quand je parle d'alimentation, c'est pas l'alimentation, je suis ton coach sportif, vas-y, mange des noix de cajou, comme ça tu vas avoir des gros muscles, pas du tout. C'est parce que l'alimentation est le carburant de ton mécanisme physiologique, mais ta physiologie va influencer ta psychologie. Et notre cerveau est un énorme consommateur d'énergie. Donc qui dit grosse consommation, besoin de carburant. S'il dit carburant de mauvaise qualité, dit fonctionnement de mauvaise qualité. Et quelqu'un qui a une mauvaise nutrition, une mauvaise alimentation, encore faudrait-il savoir comment définir le mauvais, on va dire entre guillemets toxique, ne peut pas aller bien. Et sa psychologie, son moral, sa santé psychique va en partie se dégrader à cause de cette mauvaise nutrition, qui en plus amène des problèmes physiologiques qui vont exacerber ce mal-être. Donc quand tu as une mauvaise alimentation, une mauvaise nutrition, déjà tu as un petit pourcentage qui va t'influencer directement parce que tu vas avoir des coups de barre, t'es pas bien, t'as une toxicité au niveau... Bref, tu vas pas bien comme ça, mais en plus, ça va te donner des symptômes physiologiques, ballonnement, mal au dos, irritation, inflammation, mal-être, envie de me traîner, qui font que ça va influencer encore plus ton moral. Donc l'alimentation, quand on est au potentiel et qu'on a un petit mal-être, des différences, c'est capital l'alimentation. Capital pour ton bien-être psychologique, pour ton bien-être physiologique et pour ta longévité aussi. Donc c'est pas que j'essaie d'en parler, c'est que j'ai toujours pratiqué une alimentation efficiente depuis que je suis jeune sportif de haut niveau, donc c'est depuis mes 17 ans en fait.
J'en ai parlé très peu au niveau du haut potentiel. J'ai pensé que c'était le bon moment d'en parler en ce moment parce qu'avec la crise sanitaire, je pense que c'est un besoin de transmettre ce savoir. Mais le but, c'est de pas de dire que je suis, tiens, comment faire pour avoir une peau bronzée l'été, mange des carottes, ou tiens, vas-y, mange des protéines pour avoir de la muscle, comment sécher, perdre du gras. Non, c'est pas ça du tout. C'est comment se rendre autonome par rapport à la nutrition et choisir soi-même sa nutrition de manière fluide, sans contrainte, sans régime, pour être performant. Et quand j'appelle performance, c'est être en pleine santé physiologique, en pleine santé de défense immunitaire et en pleine santé mentale aussi. Et le haut potentiel a besoin de cette alimentation. Et c'est pour ça qu'on travaille des fois avec des micronutritionnistes, parce que le haut potentiel, en plus, a des besoins spécifiques au niveau de l'alimentation. Donc, c'est pas que j'essaie d'en parler, c'est que c'est nécessaire d'en parler. C'est une obligation pour moi d'en parler pour le haut potentiel. Diana qui me dit « Comment as-tu vécu ton haut potentiel à l'école ?» Eh bien déjà, premièrement, Diana, je ne le savais pas. Mais je l'ai ressenti avec une énorme différence par rapport à mes camarades. Déjà par rapport, alors pour te donner quelques anecdotes par rapport à ça, quand mes parents m'ont mis à l'école maternelle, donc on avait la chance d'être dans un petit village sur la Côte d'Azur, à Saint-Paul-de-Vence. Ils m'ont mis à l'école, alors je ne me rappelle plus quel âge j'étais, mais c'était la maternelle, je crois. Ils m'ont mis en classe, donc j'étais pas trop chaud, mais bon, l'école se trouvait au bout de la rue de la maison de mes parents, donc c'est pas très loin. Et je suis revenu, alors Dixit, ma mère de l'époque, me dit quand tu es revenu, tu nous as dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette maîtresse? Elle est en train de nous raconter que l'abeille en papier qu'elle avait sur son étagère nous parlait. Et pour moi, c'était elle nous ment, quoi. Je disais à ma mère, mais elle nous ment, elle dit que son écureuil, là, sa marionnette en écureuil, elle nous parle. Mais c'est pas vrai, c'est une menteuse, cette maîtresse. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on était en maternelle, les petits-enfants, on disait, voilà, le petit écureuil, cette nuit, il m'a dit que vous allez venir ce matin tous heureux. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des dessins. Voilà. Et pour moi qui était, donc, je le sais, précoce au potentiel, je voyais ça, en regardant ça, je voyais ça comme un extraterrestre. Une maîtresse qui me disait qu'il y avait une marionnette qui parlait, c'était pas possible. Donc, je l'ai pas bien vécu, ma première expérience avec l'école. Ça a duré, je crois, quelques semaines, quelques mois, jusqu'au jour où la maîtresse est venue voir mes parents. Pas venue voir mes parents, mais ils sont vus à la sortie d'école. Elle a dit, franchement, madame, reprenez votre fils, ramenez-le à la maison. Ma mère a dit, mais pourquoi je dois le ramener à la maison? Elle dit, il s'ennuie trop, votre fils, à l'école. Laissez-le, ramenez-le à la maison, il s'ennuie. Il n'en peut plus, il s'ennuie. Et effectivement, c'était d'un ennui, mais total, ces histoires de marionnettes, de trucs irréels. Alors moi qui étais déjà dans des questions beaucoup plus poussées, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, je me posais des questions sur la vie, sur la mort. J'étais tout petit déjà, maternelle. Ouais, ça fait très jeune, ça. Donc voilà, très difficile pour moi, la première expérience avec l'école. Mes parents ont décidé ensuite, suite à ça, cette mauvaise expérience, de me mettre dans une école avec une pédagogie différente, une école freinée, où ça s'est effectivement mieux passé. Ça allait beaucoup mieux, mais j'étais quand même beaucoup mieux chez moi parce que, effectivement, on avait beaucoup plus de liberté, ça parlait de choses beaucoup plus ouvertes, créatrices, on faisait des choses avec les mains, tout ça, c'était bien. Mais j'étais bien à la maison avec mes parents. Quand je suis allé à l'école primaire, c'était très compliqué parce que je passais justement de cette école freinée, je suis retourné dans une école, c'était pas une école publique, c'était une école privée catholique, mais avec des pédagogies qui n'étaient pas différentes. Voilà, c'est la pédagogie, les anciennes pédagogies. Donc des enfants un peu turbulents, tout ça, je l'ai vraiment très très mal vécu à ce moment-là. Quand j'ai commencé le CP, je pleurais tous les matins à la rentrée d'école. Et quand j'allais en cours, dans la classe avec la maîtresse, et que ça arrive parfois que la maîtresse sorte pour discuter avec une autre maîtresse, c'est vrai qu'à cet âge-là, au bout d'une ou deux minutes, ça commence à être la cacophonie dans la classe parce que tout le monde parle, tout ça. Et moi, qui étais très respectueux des règles, dire non, mais pourquoi vous parlez? Parce que c'est pas la peine de hurler. Et je pleurais en disant non, mais arrêtez-vous de parler, de vous disputer, tout ça. Parce que dans mon ancienne école, en fait, on n'avait pas ça non plus dans l'école freinée. On était, le professeur, c'était un ami. Donc, quand le professeur n'était pas là, ça se passait de la même manière quand le professeur était là. Bref, très mauvaise expérience à l'école par rapport à ce potentiel, cette hypersensibilité que j'avais. Et ces questions beaucoup plus profondes que j'avais sur la vie, de manière générale. C'était compliqué. Ça s'est un petit peu tassé après au collège, un peu plus tassé après au lycée. Mais je l'ai très mal vécu et pour moi, ça n'a jamais été une très bonne expérience. Quelle était ton activité favorite? Me dit toujours Diana. Je pense l'activité liée à l'école, je pense, puisque c'est la question que tu me poses. Mon activité favorite, le dessin. J'adorais le dessin.
J'adore toujours le dessin, et vraiment les activités qui m'ont le plus plu, c'est la science naturelle. Qu'est-ce que j'adorais la science naturelle alors. Moi, j'avais toujours des très très bonnes notes, j'avais fait même des exposés qui avaient été diffusés dans tout le collège d'ailleurs, parce que j'avais fait un exposé qui était un petit peu hors du commun à cette époque-là. Tout le collège parlait de quelqu'un qui avait fait un exposé. Waouh, l'exposé qu'il a fait, de la maîtresse en parle à tout le monde. J'ai dit, ah ouais, c'est bien, super, il doit être fort cet élève. Mais en fait, cet élève, c'était moi, j'ai été le premier surpris. Mais la science naturelle, j'ai toujours adoré ça. Carrière scientifique, ça m'aurait plu d'ailleurs. Une question de. Ça, j'ai déjà répondu, ça. C'est pas ça. J'ai sauté la ligne. J'ai sauté la ligne. Voilà, une question de Marie-Cécile. Penses-tu que les hauts potentiels ont un rôle singulier à jouer aujourd'hui? Merci Marie-Cécile. Oui, et c'est un oui gigantesque. Et c'est pour ça que certaines personnes considèrent mon travail parfois comme un peu sectaire, alors que c'est pas le cas du tout. C'est que oui, je pense que les hauts potentiels, et c'est mon fer de bataille, je pense que les personnes avec un profil haut potentiel autant émotionnel qu'intellectuel sont les seuls qui ont la capacité de pouvoir changer positivement le monde. Monsieur et madame tout le monde, les normaux pensants, les neurotypiques, vont se satisfaire d'une vie en demi-teinte qui va les pousser jusqu'à la retraite. Voilà, ils vont subir un petit peu leur vie. C'est compliqué, c'est pas plaisant, c'est un petit peu la micro-dépression de temps en temps, mais ils s'en accommodent. Un haut potentiel, il peut pas s'accommoder de ça du tout. C'est pas possible, c'est la mort, une vie comme ça. C'est la mort psychologique, la mort physiologique. Le burn-out, dépression, etc. Donc le potentiel a besoin d'avoir un grand objectif dans sa vie, un accomplissement dans sa vie, qui va être épanouissant pour lui et pour les autres autour de lui. Donc les hauts potentiels sont je pense, les seuls à pouvoir avoir cette obligation génétique, on va dire presque, physiologique, de réaliser un grand projet de vie, un grand projet qui va aider l'humanité dans son sens beaucoup plus large. Et quand on regarde dans l'histoire de l'humanité les personnes qui ont fait des grands changements positifs, il y a souvent, de manière assez récurrente, une tendance au profil au potentiel. Alors, on ne peut pas le dire qu'effectivement telle ou telle personne était au potentiel parce que c'est compliqué de déterminer comme ça avec du recul. Mais dans leur comportement, dans leur manière d'agir, de parler, d'écrire aussi, beaucoup de changements ont été faits par les personnes au potentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, si une majorité de potentiels avaient cet épanouissement qui leur libère des chaînes et qui puissent vraiment s'exprimer par rapport à leur potentiel, que ce soit un potentiel artistique, un potentiel technique, un potentiel intellectuel, un potentiel littéraire, on aurait des changements ultra positifs au niveau de notre société de manière générale. Et donc, le fait de changer aujourd'hui, d'aider ces gens à s'épanouir, fait que, effectivement, au lieu d'avoir des personnes toxiques qui nous dirigent, d'avoir des personnes toxiques qui ont du pouvoir aujourd'hui, bien, si on avait quelques hauts potentiels, les hauts potentiels sont beaucoup moins toxiques vis-à-vis des autres. Donc, moi, je pense que vraiment le potentiel a un rôle à jouer. C'est pour ça que c'est ma mission de vie aujourd'hui, d'aider le potentiel à faire ça, parce que je pense que ce sont vraiment les seules personnes qui peuvent le faire, qui peuvent aller jusqu'au bout de ça, et qui en plus vont avoir des idées, des approches innovantes pour faire changer les choses positivement. Donc oui, je pense que le potentiel a vraiment un rôle singulier. On est vraiment une charnière en ce moment, un tournant, parce que les hauts potentiels, on arrive à la détecter plus facilement. Le haut potentiel, les personnes savent que ça existe et que c'est peut-être leur cas. Et donc, on peut en aider beaucoup plus qu'avant où on ne savait pas que ça existait tout court. Toujours une question de Marie-Cécile. Quel est ton super pouvoir? Ah, un super pouvoir. J'ai un super pouvoir que j'ai hérité. Alors, je ne sais pas si je l'ai hérité, mais en tout cas, je pense que c'est ma mère qui me l'a transmis. Qui est toujours de voir le bon, le meilleur dans les personnes en face de moi. Voilà. C'est même pas un super pouvoir, c'est dans ma nature, totalement, de toujours voir le bon et le meilleur dans la personne qui est en face de moi, même quand c'est un ennemi, même quand c'est quelqu'un que j'aime pas, j'arrive toujours à voir l'angle dans lequel cette personne est bonne. Elle est bonne, elle a du meilleur en elle. Et quand je rencontre quelqu'un, à chaque fois, j'ai ce réflexe, quand je discute avec lui, notamment en coaching, en accompagnement, c'est d'avoir cette facilité à dire, je scanne la personne, je pose des questions et je sais où est l'angle dans lequel cette personne, elle est bonne. Elle est bonne, je parle au sens profond, hein, dans lequel elle a vraiment du bon en elle
du bon à exprimer, du bon à faire des choses. Ça, son feu sacré, son super pouvoir à elle aussi. Donc j'ai vraiment mon super pouvoir, c'est d'arriver à révéler ça. Et je le fais de manière totalement naturelle. C'est pour ça que je suis relativement un bon coach pour ça, pour aider les gens à faire ça. Et c'est vraiment mon super pouvoir. Que penses-tu? Une question de jeune padawan du 14 qui nous dit: que penses-tu de l'avenir de l'académie? Alors je pense que tu veux dire de l'université des hauts potentiels. On a des gros projets, je peux t'en citer quelques-uns déjà. Là aujourd'hui, l'université des hauts potentiels est uniquement francophone. On a quand même des clients dans 37 pays aujourd'hui, mais qui sont en majorité francophones. Et donc on a beaucoup de gros projets à l'université, notamment des projets, si vraiment je veux pousser plus loin, à l'international. On va vraiment se développer au niveau anglophone pour vraiment toucher encore plus de hauts potentiels et aider encore plus de personnes et vraiment mettre en place comme ça un réseau, une sorte de fédération de hauts potentiels à travers le monde. Et quand on aura ce réseau fédéré de hauts potentiels à travers le monde, on va pouvoir commencer à mettre ensemble des talents. Bah tiens, toi qui es au Japon là, qui travaille sur, je sais pas moi, tiens, tel projet en physique quantique, tiens, peut-être que tu pourrais te mettre en relation avec cet autre potentiel qui est là-bas, en Amérique du Sud, qui lui aussi bosse là-dessus. Mettez-vous en relation et faites un pôle comme ça de travail en commun. Tiens, toi là-bas qui travaille sur l'alimentation, l'agroalimentaire, tiens, l'évolution de la nourriture, et que tu es là-bas, au niveau du Canada, si tu te mettais, tiens, avec celui qui est en Afrique du Sud, là-bas, et voilà, tisser comme ça un maillage, une fédération de hauts potentiels pour travailler vraiment. Alors on va considérer ça un petit peu comme sectaire, mais je parle, c'est pas le côté sectaire, c'est le côté communautaire. Aujourd'hui, je pense que pour vraiment s'en sortir, il faut avoir un esprit communautaire. Dire ok, communautaire ne veut pas dire sectaire. Hein. Ça veut dire qu'on s'entraide entre nous et on se reconnaît entre nous, on travaille entre nous. La porte est ouverte aux autres, bien sûr. Hein, on n'est pas du tout dans le côté sectaire, mais c'est là où on va avoir notre force. Et un haut potentiel perdu comme ça en milieu d'un océan de neurotypiques, il va être perdu. Par contre, un haut potentiel qui tisse des liens avec une toile mondiale d'autres potentiels, là, il y a vraiment un pouvoir d'épanouissement et de co-créer des choses extraordinaires. Donc ça, c'est un des projets de l'université, c'est de partir à l'international, au niveau anglophone, tout traduire en anglais, les cours, les formations, la vidéo, pour toucher beaucoup plus de personnes et recruter des personnes en anglophone pour pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est un des gros projets. Un des énormes projets aussi, c'est d'avoir vraiment une université, j'en ai parlé dans la première vidéo, une université en physique, un campus vraiment complet, avec une université physique, avec des classes qui vont des classes les plus jeunes, c'est-à-dire vraiment de la maternelle jusqu'à l'universitaire, où on peut aider vraiment spécifiquement les hauts potentiels avec une approche très différente, un petit peu comme l'école de Xavier Niel, mais pas que au niveau entrepreneurial. Ça, c'est des gros projets. Et on a aussi d'autres projets aussi, vraiment de groupes de discussion, de travail au sein des hauts potentiels pour commencer à mettre en place les graines de ce travail communautaire, de ce travail sur un monde meilleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau, sur des grands sujets, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, au niveau de peut-être pourquoi pas de la politique, au niveau de voilà, et faire des groupes de travail qui commencent à se dire tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire pour articuler ça et comment est-ce qu'on pourrait faire surtout pour mettre ça en pratique tout de suite dans le monde réel, pas du travail théorique en disant il faudrait que dans un monde parfait, parce que c'est pas possible. Quelle est la première graine que je peux mettre en place par rapport à la nutrition, par rapport à la santé mentale, par rapport à la politique, par rapport à l'argent, par rapport voilà, des groupes de travail. Et on a d'autres projets beaucoup plus petits qui sont la sortie de plusieurs livres, des conférences, etc., etc. Donc il y a vraiment encore un énorme travail à faire avec l'université des hauts potentiels qui touche à la fois les hauts potentiels et hypersensibles et aussi les victimes des pervers narcissiques. On a un gros pôle à développer au niveau de l'accompagnement des victimes des pervers narcissiques. Et tout ça, ça demande de plus en plus de ressources humaines. Donc on a vraiment beaucoup de développement à faire et comme je le disais, on a un chantier au niveau du haut potentiel des hypersensibles et des victimes de pervers narcissiques parce que rien n'est fait. Je me rends compte que quand j'ai découvert l'état des lieux, je pensais que c'était beaucoup plus en avance. Ben non, on est vraiment à l'époque de la ruée vers l'or dans le désert américain. On arrivait, il n'y avait rien du tout, il fallait tout construire. Ben là, on est un petit peu pareil chez haut potentiel, notamment à la fois au niveau des bilans de détection, mais de comment les aider à s'épanouir, etc. Il y a tout à faire et c'est génial. C'est pour ça qu'on a plein de projets là-dessus. Une question de Lénore qui nous dit: dans quelle région as-tu grandi? Eh bien, je disais dans la première vidéo, dans le sud de la France. Je suis originaire du sud de la France. Mes parents vivaient sur la Côte d'Azur. Ma mère a accouché à Marseille. Donc, je suis Marseillais sur ma carte de visite, sur ma carte d'identité. Mais j'ai grandi dans le sud de la France,
dans le sud, dans la Côte d'Azur, en fait, de la France. Et tu me dis aussi de quelle région, pays tes parents sont-ils originaires? Alors, mes parents sont originaires du sud de la France aussi. J'ai un père qui est d'origine italienne, c'est-à-dire que son père était issu de l'immigration italienne. La mère de mon père était italienne aussi, Pani, c'est italien. Ma mère, de son côté, était purement française, hein, c'est du gascon, origine gascogne. Et je ne sais plus de quelle origine aussi, mais une famille totalement française. Ils se sont rencontrés dans le sud de la France, dans lequel ils vivaient. Mon père a beaucoup voyagé, puisqu'il était dans la marine à un moment. Ma mère était beaucoup plus locale, elle n'a pas trop voyagé, mais ils sont originaires du sud de la France. Es-tu marié, me dit Lénore, pardon. Oui, je suis marié, j'en ai parlé dans la première vidéo. D'ailleurs, le lien dans la description de cette vidéo, hein, si tu veux voir la première vidéo. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble aujourd'hui. J'en ai beaucoup plus parlé dans la première vidéo, donc je ne vais pas me paraphraser. Au sujet de mes parents, tiens, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est que on dit souvent dans les familles, tiens, il y a une part de génétique dans le haut potentiel. C'est vrai. Il n'y a pas que de génétique, mais il y a une part de génétique. Et moi, quand j'ai fait j'ai découvert mon haut potentiel comme ça, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mes parents. Je savais déjà que mon père était déjà un intellectuel. Et je pensais que la lignée devenait plus de mon père, le haut potentiel. Puisque mon père, ma grand-mère et la sœur de mon père avaient cette même structure de pensée qui est toujours de rechercher des questionnements profonds, le pourquoi, du comment. Ma grand-mère, qui est d'une totale autre génération, qui est morte, la pauvre maintenant, qui est morte à plus de 95 ans, je crois, avait même à 95 ans des questionnements sur le fonctionnement des choses. Voilà. Je me suis dit, tiens, si le haut potentiel vient de quelque part, je pense qu'il vient un petit peu du côté de mon père. Mais je me suis rendu compte, c'est bizarre, parce qu'il y a beaucoup de hauts potentiels qui vont mal. Comment se fait-il que je vais bien, moi? Dans l'ensemble, hein, je parle, dans l'ensemble. Toute valeur gardée. Et j'ai commencé à creuser du côté de ma mère. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un équilibre dans le fait que mon père, qui est, je pense, personne au potentiel, se soit marié avec une femme qui soit elle aussi au potentiel? Mais ma mère n'est pas du tout une intellectuelle. Je ne dis pas qu'elle est bête du tout, hein, mais elle n'a pas cette recherche. Par contre, elle a un haut potentiel émotionnel. Et en ayant une discussion récemment avec elle m'a ravivé à l'esprit de son parcours de jeunesse. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bon, ça y est, je comprends maintenant pourquoi alors. Parce qu'en fait, ma mère me disait, mais en fait, quand j'étais jeune, j'ai sauté plusieurs classes. En fait, j'avais 2 ans d'avance à l'école, déjà. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, 2 ans d'avance à l'école, à l'époque de la génération de ma mère, hein, qui a 82 ans, je crois, aujourd'hui. C'était pas évident de faire sauter des classes comme ça. Donc, elle avait déjà 2 ans d'avance. Ce qui lui a d'ailleurs posé des problèmes, parce qu'à cette époque-là, on la considérait trop jeune pour débuter certaines activités, etc. Elle a voulu, à un moment dans sa vie, rentrer aux Beaux-Arts. Ils n'ont pas voulu la faire rentrer, je crois, parce qu'elle était trop jeune, mais en fait, elle a réussi quand même à rentrer. Et 3 années d'affilée, elle était première de toutes, je crois, je crois que c'était les académies du sud de la France à l'époque, au niveau artistique, parce qu'elle était, au niveau artistique, elle était très bonne, elle est toujours très bonne, elle sait peindre, dessiner, sculpter. Et donc, on voit qu'il y a quand même une fibre d'intelligence émotionnelle là-dedans, et elle a toujours eu une pédagogie envers moi-même qui était très positive aussi. Donc il y a vraiment un côté émotionnel, je pense, un haut potentiel émotionnel chez ma mère, un potentiel intellectuel chez mon père, qui fait que c'était un couple qui m'a permis, moi, en tant qu'enfant au potentiel, de bénéficier du meilleur des deux, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu ce socle, j'ai toujours senti que j'avais ce socle solide de mes parents, qui m'ont toujours soutenu, qui me soutiennent toujours aujourd'hui, et qui m'ont toujours apporté le meilleur, de manière la plus positive possible, et qui m'ont toujours soutenu dans toutes mes décisions, et qui m'ont apporté cette curiosité intellectuelle du côté de mon père, et cette hypersensibilité émotionnelle du côté de ma mère, et qui fait qu'aujourd'hui, je pense avoir un équilibre assez intéressant. Donc voilà, petite parenthèse sur mes parents. Michael, 44 ans, des Yvelines, qui me dit « Comment ont évolué relations familiales au moment où tu as découvert ton haut potentiel et celui de tes enfants ?» Au niveau de ma famille, avec ma femme et 2 enfants, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que quelques mois plus tard, on a tout simplement déscolarisé nos enfants des écoles classiques pour les mettre en instruction en famille, avec un programme pédagogique différent. Donc ça m'a réconforté dans le fait que l'école n'était pas faite pour eux. Donc c'est surtout ça. Une relation familiale, ça n'a pas évolué. Moi, ça m'a apporté beaucoup de clés de compréhension. Ma femme aussi, je pense que ça lui a permis de comprendre comment je fonctionnais aussi.
de mieux comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça aussi. Il n'y a pas vraiment eu de grosse évolution au sein de notre couple. Il n'y a pas eu de on était mal, on était bien, ou, parce qu'on était déjà bien avant, on a été encore mieux après. Mais voilà, ça m'a permis vraiment plutôt de valider certaines choses de manière plus facile au niveau de mes enfants et au niveau de mon fonctionnement. Toujours une question de Michael. Comment as-tu construit ta confiance en toi pour passer de l'ado mal dans sa peau au champion d'aviron puis entrepreneur? Très bonne question. La confiance en soi, ça c'est pas inné, ça se construit avec des expériences. Et pour partir de là où j'étais au tout début, avant de commencer vraiment l'activité sportive, on va considérer que j'étais mal dans ma peau parce que je me sentais vraiment très 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 différent de mes camarades de mon âge. Je comprenais pas les niveaux de discussion, j'étais mieux avec des adultes, j'étais dans ma bulle, j'avais des sujets dont je n'osais même pas parler avec mes camarades parce que ça les intéressait pas du tout à cette époque-là. J'écoutais de la musique classique alors les autres écoutaient de la musique contemporaine qui était commerciale et qui avait rien à voir, on se moquait de moi, bref. J'étais pas très à l'aise par rapport à tout ça. Une confiance érodée par rapport à ça. Heureusement, comme je le disais, Michael, j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours insufflé cette confiance en moi. Cultive ta différence, sois différent, ne fais pas comme les autres, c'est pas grave, les autres comprennent pas. Voilà. Ils m'ont toujours aidé déjà par rapport à ça. Donc c'est avoir des parents qui m'ont toujours soutenu. C'était déjà un bon socle. L'entourage social érodait cette confiance en moi et j'ai trouvé cette confiance en moi dans le sport. Parce que souvent, dans la scolarité, etc., on a souvent, on peut être pistonné, être la tête de turc du professeur ou des élèves, etc. On a du mal à exprimer ses capacités sans utiliser ses compétences sociales, de communiquant avec les camarades, tout ça. Donc c'est difficile de, entre guillemets, se valoriser quand on n'a pas les codes, on n'a pas le mode d'emploi pour se valoriser. Il y en a qui avaient beaucoup de bagous à l'école à cette époque-là, quand on était petit, qui sont les beaux parleurs, les premiers à brancher les nanas, tout ça, ou qui sont les premiers élèves de la classe, que les professeurs aiment bien. Moi, ce n'était pas mon cas du tout, j'avais pas du tout ces codes de communication parce que j'étais pas du tout à ce niveau-là. Et le sport était la seule voie par laquelle, si je m'entraînais correctement, c'était mathématique, tu t'entraînes, tu es assidu, tu gagnes des compétitions. Et quand on gagne des compétitions, c'est bizarre, d'un coup on commence à me valoriser, on commence à m'écouter et on commence à se rendre compte de mes capacités. Donc le sport a été vraiment une révélation pour moi dans le fait où j'ai pu exprimer mes capacités à leur juste valeur et qui sont qui se sont révélés être des bonnes capacités, puisque j'étais 10 fois médaillé au niveau national et international, j'étais en équipe de France d'aviron. Donc voilà, c'était un truc mathématique, le sport. Tu t'entraînes, tu es assidu, tu appliques la technique, tu t'alimentes comme il faut, tu as la bonne psychologie, à la fin, tu gagnes. Et ça, c'était énorme. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour cette confiance en moi, en disant, bon sang, mais si j'arrive à le faire dans le sport, ça veut dire que je peux le faire ailleurs. Et quand j'ai transposé, j'en parlais dans la première vidéo d'ailleurs sur la FAQ, quand j'ai transposé cette méthodologie de réussite du sport de haut niveau dans ma vie privée, au niveau des relations sociales, des relations amoureuses même, et dans ma vie professionnelle, ça a marché aussi. Et donc ça m'a donné confiance en moi dans les réussites. Et le sport m'a donné aussi confiance en moi dans le fait que échouer fait partie de la réussite. Avant, faire un échec pour moi, c'était dramatique. Quand j'échouais devant mes camarades, quand j'échouais à un examen à l'école, c'était la fin du monde. Dans le sport, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais un échec, une compétition ratée, que je n'avais pas la bonne place, etc., ça me faisait évoluer pour la fois suivante et je devenais meilleur derrière parce que je continuais à être assidu. Et bien quand on transpose ça dans la vie privée et professionnelle, on se rend compte que si par exemple, quand on branche une nana, moi qui étais très timide, ça ne marchait pas la première fois, en fait, la deuxième fois, tu le fais différemment, ça marche un peu mieux. La troisième fois, ça marche encore mieux, etc., etc. Et pareil, dans la relation avec mes amis, au début, on ne sait pas trop comment communiquer, mais on essaie quelque chose, on essaie une autre manière. Et d'un coup, on communique de mieux en mieux, etc. Donc, c'est vraiment été le sport de haut niveau qui m'a aidé avec ça. Et mes parents qui m'ont toujours poussé dans cette construction de la confiance, qui fait que chaque fois, j'ai validé les étapes avec cette stratégie de réussite qui m'a réussi. Valérie, 51 ans, à Toulouse, qui me dit « As-tu l'impression que les HPI HPE sont de plus en plus nombreux ?» Ah, très bonne question, Valérie. Oui, mais non. C'est un petit peu, je vais faire une analogie un petit peu bizarre, mais avec le cancer. Le cancer, on en voit de plus en plus. On dit du cancer, c'est la maladie du siècle, il y a de plus en plus de gens qui ont le cancer, tout ça. Mais il faut voir qu'on n'a jamais autant fait de dépistage du cancer que maintenant.
Parce qu'on a les outils, parce qu'on a comment dire, on essaie de le prendre en amont, etc. Donc, on fait de plus en plus de détection et donc on détecte de plus en plus de personnes qui ont le cancer. Est-ce que ça veut dire qu'avant, il y avait moins de cancer ou pas? On ne le sait pas puisqu'on ne le cherchait pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. Les hauts potentiels, on les détecte de plus en plus. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes savent que leur mal-être vient peut-être du haut potentiel, parce qu'il y a des livres, ça a été vulgarisé à la télévision, il y a même une série télévisée aujourd'hui, qui fait que, aujourd'hui, quand on se dit, bah, tiens, je vais mal, c'est pas parce que je suis psychopathe, en dépression, etc. C'est peut-être aussi parce que je suis haut potentiel, tiens, je vais aller me faire dépister pour voir si c'est le cas. Et donc, on trouve de plus en plus de hauts potentiels. C'est une très bonne chose, parce que ça permet de sauver des gens qui sont dans un profond mal-être et qui auraient pu être thermisés avec une camisole chimique ou avec une thérapie qui ne leur convient pas du tout. Le revers de la médaille de ça, c'est que beaucoup de personnes s'autoproclament haut potentiel après avoir lu un livre ou deux. Et on voit naître beaucoup de hauts potentiels qui sont juste quelques petits hypersensibles ou quelques personnes qui sont un petit peu originales, ou des personnes qui sont en échec total et pour qui c'est quand même bien mieux de dire je suis en échec parce que je suis au potentiel plutôt que je suis en échec parce qu'en fait je suis un procrastinateur ou parce que j'ai un autre problème derrière, ou les parents qui disent moi mes enfants ils sont précoces, c'est pour ça qu'ils réussissent mal à l'école, plutôt que de dire mes enfants sont nuls à l'école parce qu'ils apprennent pas leurs cours. Voilà, donc c'est le petit revers de la médaille qu'en détectant plus de personnes et en vulgarisant le haut potentiel, de plus en plus de personnes se reconnaissent dedans, mais ça nous permet, nous, quand on a des missions de vie en tant que coach, thérapeute, d'aller découvrir des personnes, des vraies personnes au potentiel, d'avoir ces personnes-là qui se reconnaissent, qui viennent poser des questions en disant est-ce que je suis vraiment un potentiel? Est-ce que tu peux m'aider à savoir si c'est vraiment le cas? Parce que sinon, on aurait un travail d'évangélisation, à aller dire aux gens attention, peut-être que vous êtes au potentiel, venez nous voir pour. Et les gens ne seraient pas au courant que ça existe et donc on ne pourrait pas détecter. Donc il y a de plus en plus de haut potentiel, je suis d'accord avec toi. Ça vient de la vulgarisation du haut potentiel, de la communication autour du potentiel. C'est très positif, malgré le petit revers de la médaille qu'on a par rapport aux personnes qui ne sont pas des hauts potentiels. Marine, 32 ans, qui nous dit « Quelles activités te reconnectent le plus à ton âme d'enfant et le ressources ?» Alors j'y travaille beaucoup depuis 2 ans et j'en parle beaucoup dans la première vidéo. Encore une fois, il y a le lien dans la description si tu veux voir la première vidéo. Ce qui me reconnecte le plus à mon âme d'enfant, ce sont mes propres enfants en fait. Parce que des fois, je les observe de loin, je les observe de loin en tant que papa, mais aussi en tant que thérapeute, que coach, que neurothérapeute, et je réanalyse tout ça, et je me replonge dans ce que moi, je ressentais à l'époque. Donc ce sont vraiment des activités de les observer qui me replongent dans ce que je ressentais en tant qu'enfant, comment je réagissais spontanément en tant qu'enfant. Donc c'est vraiment ça qui me replonge dans mon âme d'enfant, là-dedans. Ce qui me ressource le plus au niveau de mon âme d'enfant, c'est la nature. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais la nature, être en nature. Mes parents me faisaient tout le temps sortir le week-end en nature, en balade, des trucs comme ça. Et je me reconnecte à mon âme d'enfant parce que je ne suis pas perturbé par tout le reste en nature. Il n'y a que la nature, il n'y a pas les arbres, les motos, les voitures, les gens. Il y a la nature, qui elle a une sorte de stase, la nature. Il y a une homéostasie dans la nature qui fait qu'il n'y a pas de très positif, très négatif. Tout est en équilibre. Et ça me ressource et je peux me recentrer sur qui je suis vraiment au fond de moi. Sans avoir besoin de changer mon comportement pour être un communicant avec telle ou telle personne. J'en parle dans la première vidéo. Toujours Marine qui me dit « Anecdote, ton moment le plus gênant qui te vient en tête ?» Alors, il faut que je me remémore du moment le plus gênant qui me vient en tête. Le moment le plus gênant qui me vient en tête... J'en ai que 1 ou 2 comme ça qui me viennent en tête. C'est des moments où justement j'ai voulu être moi-même et où ça m'est revenu dans la tête comme un gros boomerang qui me tape dessus. Un moment gênant, c'est quand j'étais en train de passer mon diplôme je voulais rentrer dans une formation pour un diplôme dans le sport. Et il y avait un examen d'entrée dans lequel il fallait faire un test de secourisme. Donc j'étais formé au secourisme, il fallait avoir le test de secourisme pour passer cet examen-là. Et donc on nous demandait devant 2 examinateurs de faire un secourisme sur un mannequin. Donc on passait tous, on était une vingtaine à passer comme ça la chaîne, à faire un exercice de secourisme. Et l'examinateur, qui était aussi notre formateur, c'était quelqu'un qui était toujours plein d'humour, tout ça, mais il avait quand même un humour un petit peu égoïste en fait. Il aimait bien rigoler quand ça le faisait rire lui. J'avais pas remarqué ça. Et donc...
comme c'était assez souple, je rentre pour faire cet examen de secourisme, le mannequin est par terre, il me dit voilà, il y a telle situation, vas-y, fais ton truc de secourisme. Donc je commence mes gestes de secourisme, tout ça, et je commence à faire une blague en disant, tiens, voilà, il faut appeler le 18 pour les pompiers parce qu'il a ça et ça, et puis demander aussi à commander un McDonald's parce que les examinateurs commencent à avoir faim depuis, il est quasiment 14 heures, ils n'ont pas mangé, etc. Et cette personne qui était très dans l'humour, me recadre du tout, dit attention, là on est en plein examen, concentre-toi sur ce que tu fais, on rigole pas ici. Et d'un coup j'ai fait ouf. D'accord, ok. Lui qui est toujours souple, en train de faire des blagues, nous parler de toujours digresser par rapport aux blagues. Là, je lui fais une petite blague sympa en plus pour détendre l'atmosphère, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il devait avoir faim. Il m'a recadré de suite, donc là, je me suis vraiment senti très mal. Et d'autant plus quand à la fin, j'ai pas été sélectionné pour passer la formation, parce qu'il a dit, en fait, il y en a un, il a réussi son examen, mais on ne peut pas le prendre parce qu'on n'a que 18 places, et vous êtes 19 à avoir réussi l'examen. Et c'était moi. Et je me suis retrouvé derrière, et là, je me suis vraiment senti mal. Je me dis, déjà, je me suis ridiculisé face à lui parce que j'ai voulu faire de l'humour, ça ne l'est pas plus. En plus, j'ai réussi l'examen et je ne peux pas être sélectionné. Là, je me suis senti vraiment très gêné par rapport à ça, là-dedans. Après des moments très, très gênants, non, après, je me suis vraiment libéré par rapport à la gêne avec le sport. Je suis allé dans les extrêmes qui m'ont permis vraiment de ne plus être gêné du tout. Marine, toujours, un rêve bientôt en cours de réalisation. Alors, j'ai beaucoup de rêves qui sont en cours de réalisation, mais sur le long terme. Mais un rêve bientôt en cours de réalisation, c'est-à-dire qu'il va bientôt voir le jour de manière concrète. Un rêve. Oh là là. J'ai tellement de rêves qui se sont réalisés. Ça fait le mec qui se la pète, ça. Non, mais voilà, j'avais un rêve récemment, c'était de piloter un hélicoptère, et ma femme me l'a offert pour mon anniversaire de piloter un hélicoptère. Donc c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Ce qui est chose pas simple du tout de piloter un hélicoptère d'ailleurs. Mais un rêve en cours de réalisation, le rêve de vivre à l'étranger, on l'a déjà réalisé. Le rêve d'enseigner mes enfants, il est réalisé aussi. Un rêve en cours de réalisation, à court terme, j'en ai réalisé beaucoup. Non, franchement, j'en ai pas. Parce que j'ai déjà réalisé beaucoup de mes rêves. Et les prochains rêves que je veux réaliser vont me demander beaucoup plus d'années de réalisation. Donc, à court terme, oui, ça serait vraiment... un rêve, ça serait d'avoir une petite maison au bord de mer. Ça serait mon rêve aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous rassure, c'est pas la villa hollywoodienne à Saint-Tropez. Hein. Déjà, j'habite dans le sud de la France, je suis à quelques minutes du bord de mer. Quand je suis sur Cannes, on est à 10 minutes de la mer. Mais je rêve d'un endroit, d'une petite maison, toute petite, une petite cabane qui donne juste sur la plage, avec personne autour. Voilà. Un truc dans la nature, où le matin, je me réveille, il n'y a personne, mes enfants sont sur la plage. Voilà. Ça, c'est un petit rêve à court terme que j'ai envie de réaliser dans les quelques années qui arrivent pour retrouver un petit cabanon, un truc, mais seul, perdu, il n'y a personne. Voilà. Didier, d'où tiens-tu tes connaissances sur le haut potentiel? Ah, très bonne question, Didier. Eh bien, déjà, premièrement, il faut savoir que j'ai eu un gros parcours où je coachais les entrepreneurs au niveau business. Donc, j'avais déjà des compétences en tant que coach business. Donc, la psychologie humaine, je la connaissais déjà beaucoup à la base. Et dans mon métier, dans le marketing, on est obligé de se former à la psychologie humaine par rapport à la persuasion. Donc, au niveau du fonctionnement de la psychologie humaine, j'étais déjà bien aguerri avant de commencer quoi que ce soit dans le haut potentiel. Donc, j'avais déjà des bonnes bases. En plus de ça, le haut potentiel après, quand j'ai découvert mon haut potentiel et que j'ai commencé à me développer cette activité, j'ai vraiment fait une grosse introspection sur mes propres stratégies que j'ai mis en place pour réussir à m'épanouir avec mon haut potentiel. Et une de mes grosses forces, c'est d'arriver à modéliser, de synthétiser dans quelque chose de pédagogique, de pragmatique. Et donc, j'ai mis ça, sous forme de formation, c'est des formations de l'université d'ailleurs, qui fait que je me suis dit, tiens, les hauts potentiels ont tel problème, moi c'est vrai que je l'ai eu, je suis passé au travers, et maintenant ça va beaucoup mieux. Tel problème aussi, je l'avais, je suis passé au travers, je vais mieux aujourd'hui. Et donc tout ça, je l'ai modélisé, je l'ai synthétisé par rapport à mon expérience personnelle et mes compétences en tant que coach sur la psychologie humaine. Mais je ne me suis pas arrêté là, quand je me suis vraiment intéressé au potentiel, là je me suis commencé à vraiment me former. J'ai dévoré toute la littérature qu'il y avait autour des hauts potentiels. C'est-à-dire que Amazon, un livre, pour commander des cartons de livres en entier, j'en ai de partout. J'en ai des piles là-bas, j'en ai des piles là-bas, j'en ai des piles là-bas, dans la pièce qui est derrière aussi. J'ai lu beaucoup aussi de ressources scientifiques sur le potentiel.
Je suis allé me former chez des coachs qui se disaient coach au potentiel pour voir ce qu'ils avaient à dire. J'ai pas trouvé grand-chose de très très développé là-dedans, mais bon là. Et je me suis beaucoup formé en psychologie humaine en plus. Voilà, la PNL, l'approche de l'hypnose aussi, qui m'ont aidé à comprendre. Mais franchement, toutes ces connaissances, elles sont vraiment issues de mon expérience et des rapprochements que j'ai faits avec le fonctionnement neurologique du cerveau humain, en fait. Parce qu'il y a vraiment encore tout à faire. Il n'y a pas eu aujourd'hui vraiment de Sigmund Freud du haut potentiel. Alors, c'est pas que je veux me comparer à Sigmund Freud, pas du tout, bien que Sigmund et Siegfried, on n'est pas très loin, mais bon. Mais il n'y a pas de grands découvreurs de révélations sur comment aller mieux en tant que haut potentiel. Il y a des gens qui œuvrent très bien, dont je ne les citerai pas, et qui font une très belle description, qui font un très beau travail de communication autour du haut potentiel, qui font un très bon travail de dépistage du haut potentiel, mais ça s'arrête là, malheureusement. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Il manque quelque chose pour ensuite les aider de manière pratico-pratique. Et j'ai pas envie qu'on assoie les gens pendant 10 ans sur un canapé de psychanalyste pour qu'ils aillent mieux. Il y a des trucs très pragmatiques à mettre en place que moi j'ai mis en place et ça réussit. Ben voilà, ces connaissances, c'est mon expérience liée avec ma capacité de pédagogie, de synthétisation du savoir que j'avais par rapport à mon ancien métier dans le marketing où j'étais formateur aussi, et aussi la connaissance du fonctionnement du cerveau humain que j'ai par rapport à mes formations en neurothérapie, c'est-à-dire PNL, psychologie, pardon, et tout ce qui va avec, les neurosciences aussi. Didier toujours qui me dit pourquoi as-tu décidé de créer l'UDHP? J'en ai parlé dans la première vidéo aussi. C'est vraiment pour moi, ça a été un réalignement sur des valeurs beaucoup plus personnelles, de quitter le monde de l'entrepreneuriat et du marketing pur et dur pour me recentrer sur des valeurs beaucoup plus personnelles qui sont l'humain, l'accomplissement en tant qu'être humain et en tant que bienveillance et faire un effet boule de neige pour que les gens soient épanouis et transmettre ça autour d'eux pour qu'il y ait de plus en plus de personnes épanouies. Donc c'est vraiment pour ça et aussi donc pour mon épanouissement personnel, pour mes convictions et mes valeurs personnelles et aussi pour mes enfants. Parce que mes enfants, j'avais pas envie qu'ils disent tiens papa, qu'est-ce que tu fais comme métier? J'aide les gens à gagner de l'argent de plus en plus. Dans le marketing, c'était ça en fait. J'aidais les gens à développer des projets et gagner de l'argent en fait. Je leur apprenais à comment faire pour gagner de plus en plus d'argent. Ça marchait très bien, mais moi ça me convenait pas en tant que valeur. Donc j'avais besoin aussi pour mes enfants qui reconnaissent leur père en tant qu'accompli, mais pas par rapport juste au niveau économique. Pour moi, la valeur de l'argent est très importante, mais c'est pas la première de mes valeurs. Pascal, 45 ans, du Tarn-et-Garonne. Pourrais-tu nous raconter quelques éléments de ton enfance? Quel genre de petit garçon tu étais? Étais-tu bon élève à l'école? Où tu as grandi? Je l'ai déjà expliqué, ça. Je grandis la majorité du temps dans le sud de la France, au-dessus de Saint-Paul-de-Vence et à Marseille. Et tu pourras voir la première vidéo par rapport à ça. Toujours, Pascal, comment envisages-tu le futur avec le Covid et le réchauffement climatique? As-tu une philosophie de vie ou une stratégie qui te permette d'avancer malgré tout? Ça, c'est une question très intéressante. Alors, elle dépasse le côté privé, mais elle est intéressante et merci Pascal de la poser. Donc, comment envisages-tu le futur avec le Covid? Alors, je ne vais pas te donner mon avis en tant que... mon avis politique sur le Covid. Le Covid a touché le monde entier. Je pense que c'est historique. Ça va marquer l'histoire, le Covid. Mais il faut arriver à se déconnecter de toute aberration d'analyse sur le Covid. Il y en a qui disent que c'est un complot mondial. Il y en a qui disent ben non, c'est juste la maladie. Il y en a qui disent c'est les Big Pharma qui veut tous nous vacciner, tout ça. Personnellement, j'ai mon avis qui est beaucoup plus modéré, tempéré par rapport à ça. Il n'y a pas des grandes vérités comme ça. Il y a des petites vérités à droite à gauche. Il y a surtout beaucoup d'opportunistes dans des situations comme ça. Hein. Quand on regarde un petit peu l'histoire de l'humanité, c'est là qu'il faut prendre un petit peu plus de recul. L'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment le gros complot machiavélique qui a été fait au millimètre près, tout ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont saisi des opportunités au moment où il y avait des opportunités à prendre. Voilà, j'en dirai pas plus par rapport à ça. Donc, comment j'envisage le futur avec le Covid? Personnellement, je pense qu'on va apprendre à vivre avec le Covid comme on vit avec la grippe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va, dans quelques mois, quelques années maximum, je pense dans quelques mois, avoir des traitements pour le Covid et pas de vaccins qui font que demain, quand on aura le Covid, on va le traiter comme on traite aujourd'hui une grippe. C'est un peu compliqué, mais on fait un bon traitement, on va très bien s'en sortir. Et il n'y a que les personnes à risque qui ont vraiment besoin peut-être d'avoir un vaccin
à l'ancienne, je veux dire, qui permettra de mieux les protéger. Mais normalement, j'ai vraiment étudié le sujet de fond en comble, le virus va évoluer vers une forme beaucoup moins virulente que celle qu'on a actuellement, à moins qu'il y ait un variant qui sortent de manière beaucoup plus virulente. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas être trop impérialiste, mais je pense que voilà, le virus va être de moins en moins virulent. On va avoir un traitement comme on a aujourd'hui pour la grippe, et on vaccinera les personnes les plus à risque, et on va vivre avec, parce que le Covid, on a plein de Covid, et on va vivre avec celui-là encore pendant des années, c'est comme ça. Et toutes les épidémies ont toujours une forme en cloche, c'est-à-dire qu'il y a des grosses épidémies, puis après, ça baisse. Là, nous sommes au cœur de l'épidémie, donc on voit ça, on se sent dedans, mais à l'échelle de l'humanité, ça va faire une cloche, le Covid, et puis ça va se retasser derrière, comme toutes les épidémies en fait dans l'histoire de l'humanité. Donc, il va y avoir un après. La difficulté, c'est comment est-ce que... qu'est-ce qui va en ressortir? Qu'est-ce que je ressors, moi, du Covid? Première chose, c'est que l'être humain, lorsqu'il est dans la peur, fait n'importe quoi. Donc, c'est se dire, ok, là, le Covid, franchement, c'était pas grave. Enfin, je veux pas être... pas choquer des gens par rapport à des personnes qui ont perdu des êtres chers par rapport à ça, mais un virus Ebola, c'est pas grave, le Covid, hein, par rapport à Ebola. Donc, tout le monde s'est affolé pour un petit Covid. Si on a un virus Ebola qui arrive, qui se répand comme le Covid, les gens sont capables de s'entretuer. Voilà, tout simplement. Donc, c'est se dire, ok, comment je me prépare en tant que père de famille, tout ça, si jamais, un jour, je touche du bois, il y a quelque chose qui arrive comme ça, et se dire, ok, il faut juste anticiper, se dire comment je réagis, et commencer à y réfléchir, et se préparer, sans rentrer dans le survivalisme, hein, parce qu'on n'est pas dans l'effondrement à la Mad Max, mais de se dire, tiens, voilà, qu'est-ce que je fais? Avoir un petit plan de secours, si jamais on a une attaque virale, bactériologique, plus grave que le Covid qui arrive. Qu'est-ce que je fais avec moi et ma famille? Comment je fais pour pas céder à la folie humaine qu'il va y avoir à ce moment-là? Donc, c'est juste préparer un plan de secours. C'est ce que j'en retiens, moi, du Covid. J'ai préparé aujourd'hui mon petit plan de secours, si jamais ça se dégrade, encore une fois, ou de manière beaucoup plus dramatique dans quelques années, d'avoir un plan de secours pour pouvoir mettre les miens, mes êtres chers, à l'abri de tout ça. Le réchauffement climatique, c'est un autre sujet, totalement différent. Et là, je vais être un petit peu plus pessimiste par rapport à ça. Alors, je fais vraiment une digression par rapport à ça, mais c'est assez intéressant comme question, Pascal. Le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'alarmistes, de gens qui tirent des grandes leçons, des enfants qui font des discours à l'ONU. Il faut arrêter le réchauffement climatique, arrêter avec les usines, tout ça. Faut pas rêver, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas demain que les usines vont s'arrêter de cracher de la fumée ou que les centrales vont arrêter de sortir des déchets nucléaires qu'il va falloir enfouir. Donc c'est pas possible. La théorie la philosophie du colibri qui dit que chacun doit faire je vais utiliser des ampoules à économie d'énergie pour consommer moins d'électricité, tout ça. Je n'y crois pas du tout. On regarde encore une fois, quand on prend du recul sur tout ça, il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de l'humanité, un moment où les civilisations ont choisi la prévention. Ça n'a jamais marché comme ça. Les civilisations ont toujours marché par rapport à un effondrement brut. Et donc, ma vision, hein, c'est un pronostic, c'est pas la vérité, hein, j'ai pas la boule de cristal, c'est que l'écologie, le climat, on va arriver à un moment où ça va s'effondrer, tout simplement, et on n'aura pas le choix de faire autrement. Et c'est pas moi, avec ma petite ampoule à économie d'énergie, ça va être les États complets qui vont se dire « Merde, là, on est tous en train de crever », ou économiquement, hein, je parlais crever économiquement ou crever de faim, donc il faut qu'on change. Et la civilisation a toujours marché comme ça. Quand on est au pied du mur, eh bien, on change les choses. À titre individuel, on peut être préventif. Moi, je peux dire, ok, je fais de la prévention dans ma famille. Effectivement, je vais moins consommer, j'utilise le solaire, je consomme moins d'eau chaude, etc. Tout ça. Ça, c'est parce que je me sens bien. Ça ne va rien changer à la planète. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Moi, petit Français, en France, il y aura toujours une usine en Inde ou en Chine ou en Afrique qui va bousiller tout le petit travail que moi je fais de mon côté. Donc, il ne faut pas rêver. Hein. Il y a d'autres pays qui ne sont pas du tout sensibilisés à l'écologie du tout. Donc, je pense que moi, l'écologie, le réchauffement climatique, on va trouver des solutions quand on sera au pied du mur, tout simplement. Voilà. Et moi, je fais des choses en préventif pour que moi, je me sente bien. Et je sais très bien que ça ne va pas changer grand-chose.
même si tous les Français, imaginons que tous les Français, tous les francophones du monde, demain, se mettent à faire une récession au niveau de l'énergie pour être plus écologique, ça ne changera rien du tout à la planète, parce qu'on est trop nombreux et on n'est pas sensibilisés de la même manière dans tous les pays. Mais par contre, pour moi, pour ma conscience à moi, je me sens bien, je me sens mieux de ne pas faire d'abus là-dedans. Donc je dis, voilà, moi pour l'écologie, je fais non pas la philosophie du colibri en me disant non, fais attention, toi mon voisin, tu ne devrais pas arroser tes plantes là parce que tu gaspilles tout. Non, je m'en fous. Moi, je fais ce qu'il faut. Je consomme mon papier toilette comme j'ai envie. Je fais des trucs pour moi dans l'écologie parce que je me sens bien. Je l'enseigne à mes enfants. Et je sais que les grands changements écologiques ne se font qu'au pied du mur. Ce n'est pas les grands discours à l'ONU, les alarmistes, les mecs qui crient à la fin du monde. C'est pas vrai, ça n'a jamais marché comme ça dans l'histoire de l'humanité. Et je ne pense pas que demain que ça va changer. Je suis désolé d'avoir un discours assez négatif là-dessus. Mais quand on prend du recul, quand on regarde l'histoire de l'humanité, moi, l'histoire ne me sert qu'à ça, parce que l'histoire à l'école, je n'aimais pas du tout ça. C'est de voir comment fonctionne l'humain. On se voit qu'il n'y a jamais de prévention. Il y a des fausses préventions. Là, la voiture électrique, ça y est, on change tout. Mais avec quoi on construit la voiture électrique? Les éoliennes, ça change tout. Mais avec quoi sont fabriquées les éoliennes? Les panneaux solaires, il faut faire les panneaux solaires, mais ils sont fabriqués en Chine avec des usines. Bref. Autre sujet. Pascal, as-tu eu l'occasion de voyager dans ta vie, pas juste pour le tourisme, le travail, vivre dans un autre pays ou fréquenter quelqu'un d'étranger qui t'aurait plongé dans une autre culture? Oui, tout à fait, Pascal, puisque je vis une partie de l'année en Estonie, à Tallinn, en Europe, et j'ai beaucoup voyagé aussi dans d'autres pays. Donc oui, plonger avec une autre culture, et c'est là qu'on se rend compte, et c'est ça que je te recommande en tant que haut potentiel, sors de tes frontières, et c'est pas sortir de ta zone de confort, de ta ville, change de pays, et immerge-toi. Ne fais pas le circuit touristique avec le bus, le bateau de Costa Croisière qui va te faire les incursions là où il y a tous les touristes. Non, va vraiment passer quelques semaines dans un pays tout seul. Enfin, pas tout seul, toi avec ta famille, hein, mais tu choisis toi-même ton parcours, tu te loues un Airbnb, tu fais ton parcours toi-même, et là tu vas te rendre compte vraiment de la vie, de ce que c'est dans notre pays. Et que tu vas voir que d'un coup, quand tu passes la frontière, le paradigme, c'est-à-dire la réalité, n'est plus la même du tout. Pourquoi? Parce que l'être humain fonctionne avec les médias. Quel que soit le pays, notamment la France, on allume la radio, on allume la télévision, on est plongé dans une réalité que nous pondent les médias. Et c'est pas la réalité du monde, en fait. Quand on change de frontière, ben d'un coup, les médias mettent une autre réalité. Là, tu te dis, c'est bizarre, moi, pourtant, la réalité que j'avais en France, je viens de France, en France, ils disent qu'il y a ça et ça qui se passe au niveau de telle ville, etc. Et quand je suis dans le pays d'à côté, ils disent pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes chiffres, il n'y a pas les mêmes comptes rendus, c'est bizarre. Et je vais dans un autre pays, c'est pas du tout la même chose. Et quand je suis très éloigné, ça n'existe même plus tout ça. Ils n'en parlent même pas parce qu'en fait, c'était pas grave. C'est autre chose. Donc, voyager, ça t'ouvre l'esprit en te donnant beaucoup plus de recul par rapport à tout le stress que tu peux avoir dans ton propre pays, les problématiques, le chômage, la crise, le Covid, les machins, tout ça. Quand tu changes de pays, d'un coup, tu te rends compte que la réalité n'est plus la même et que donc ça devient intéressant au bout d'un moment de se dire, ok, si je prends encore plus de recul, est-ce que je ne serais pas tout simplement un habitant de la Terre, tout simplement? Et quel est le recul sur tout ça pour que je me fasse une idée sur la réalité de la Terre de manière générale et qui je suis, quel est mon rôle là-dedans? Et là, ça devient super intéressant. Et tu te rends compte qu'il y a ta propre réalité, celle que tu te crées, qui doit être indépendante de la réalité de chaque pays. Et c'est à toi après de choisir, de se dire, tiens, dans quel endroit du globe je me sens le mieux, où les gens sont le moins stressés, où je me sens bien avec moi, ma famille, mes enfants. Et tu vas dans ta propre réalité, dans celle où tu te sens bien, tu ne te sens pas stressé. Voilà le petit bilan. Jean-Bernard d'Alsace, quelle est la récompense à toi? Quelle est ta récompense à toi, rien qu'à toi? Ma récompense à moi, rien qu'à moi? J'ai des trucs tellement simples. Moi, ma récompense à moi sont mes enfants, déjà. Quand je vois un sourire sincère moi, la première chose qui m'a fait pleurer vraiment avec mes enfants, c'est quand ma fille m'a fait son premier sourire. Elle était toute petite, elle était dans ce pièce d'ailleurs, elle était dans son porte-bébé. Je la gardais pendant que je travaillais ici. Et elle m'a fait son premier sourire. J'ai eu les larmes qui ont coulé de son premier sourire. Donc ma récompense, moi, sont mes enfants, de les voir s'épanouir, de les voir être heureux, de les voir avec moi aussi. C'est ma récompense, c'est ma première récompense. Mon couple aussi, c'est une énorme récompense pour moi de dire que je peux toujours compter sur mon couple, ma famille, mon foyer. Parce que c'est toujours un socle solide qui peut m'aider quoi qu'il se passe. Même si je tombe malade, même si je vais pas bien, tout ça, j'ai toujours ma famille avec moi.
Et ma récompense à moi, si je pouvais avoir une récompense matérielle, je veux dire qu'un bon massage, un bon spa, un bon massage, ça me va bien. C'est vrai que j'affectionne particulièrement les massages et le spa. Donc quand je me fais des petites récompenses, quand je fais, voilà, quand au niveau de mon activité, je me félicite d'avoir fait du bon travail, ben, je me paye un bon massage. En général, c'est un massage thaïlandais et un bon spa aussi. Et c'est ça mes petites récompenses à moi, en fait, voilà, tout simplement. Je suis pas dans les trucs de bouffe, de voiture, de montre, des trucs comme ça. Si, quand même des bons restaurants, j'aime bien ça quand même, mais c'est assez rare. Jean-Bernard, envisages-tu des rencontres en réel avec les élèves de l'université, colloque, Intelligence Day, séminaire? Oui, Jean-Bernard, on aurait déjà dû en faire déjà depuis longtemps. Malheureusement, avec les conditions sanitaires, j'ai décidé de ne pas en faire parce que trop compliqué. C'est pas qu'on ne peut pas en faire, c'est que ça demande, c'est trop contraignant par rapport. Le bénéfice travail est pas équilibré en fait. C'est-à-dire que le risque qu'on va prendre, l'énergie qu'on va mettre pour mettre ça en place, pour que peut-être au dernier moment on se dise non en fait on peut plus le faire parce qu'il y a un confinement, fait qu'on ne pourra pas développer d'autres projets. Donc on pourrait le faire, hein, si vraiment demain je décidais, j'ai dit bah, tiens voilà on va faire un séminaire à telle date, tout ça, ok on choisit bien la date, on met tout en place au niveau sanitaire pour que ça se passe bien tout ça, mais si d'un coup, hop, il y a un confinement, ben on va dire, ben non, tout compte fait, on a travaillé pendant 6 mois dessus, on a mis de l'argent, de l'énergie, à côté de ça, on n'a pas développé d'autres projets, et quel est le bénéfice de tout ça, en fait? Et quand on voit un événement, quel est le bénéfice de l'événement? Ben effectivement, les gens qui viennent à l'événement repartent gorgés d'énergie, motivés, mais c'est que le petit noyau de personnes, 100, 200, 300, les 400 personnes qui repartent motivées par rapport à ça. Et c'est qu'un petit noyau. Par contre, le travail qu'on fait en numérique, on ne touche pas 400 personnes, on touche plus de 30 000 personnes à chaque fois qu'on communique. On touche plus de 50 000 personnes à chaque fois qu'on fait une vidéo sur YouTube. Donc, je préfère me concentrer sur des projets qui touchent un maximum de personnes plutôt que sur quelques événements qui toucheront que 400 personnes maximum et qui peuvent d'un coup être arrêtés du tout et qui nous auront empêché de développer d'autres projets qu'on a besoin de développer aujourd'hui. Donc oui, on va en faire. Dès que ce Covid se sera un petit peu tassé, où on sera vraiment sûr d'avoir une période d'accalmie avant l'été, on est sûr qu'il n'y aura pas de confinement, tout ça. Ça devrait être dans l'année prochaine, je pense. Hein. Et on fera vraiment des événements en présentiel, tout à fait. Nat, 48 ans, de la région Occitane. Quel a été ton cheminement entre sportif de haut niveau et coach? J'en ai déjà parlé dans la première vidéo, hein, je te renvoie la première vidéo aussi dans celle-ci. Je vais te répondre plus spécifiquement par rapport à ça. Le cheminement entre sportif de haut niveau et coach. Il faut savoir, quand j'étais sportif de haut niveau, très jeune, j'ai commencé à entraîner. C'est-à-dire quand j'ai eu 17 ans, j'ai passé mon diplôme de moniteur d'aviron et j'ai commencé à coacher en club. Donc, j'étais un des plus jeunes coachs de club, hein, 17 ans, et je coachais en club. Et je n'ai pas arrêté de coacher jusqu'à l'âge de 37 ans peut-être, même plus. Je suis très mauvais au niveau de la date. Hein. Bref, je ne me suis jamais arrêté de coacher en fait. Donc, ce sportif de haut niveau, quand j'ai commencé à coacher, ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain, du cerveau du sportif, et donc de mieux me comprendre aussi. Hein. Donc comment moi je faisais pour mieux comprendre l'entraînement, comment je faisais pour mieux coacher aussi. Et cette compréhension de l'être humain, ça m'a permis d'aller chercher toujours plus loin comment mieux enseigner aux gens, comment mieux enseigner aux jeunes que je suivais là, comment leur faire comprendre ça, comment leur faire passer ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter en termes de pédagogie, en termes de préparation sportive, tout ça. Et à chaque fois, j'allais piocher des informations, j'allais me former, jusqu'à un moment où je me suis dit, mais en fait, je suis tellement plein de formations que pourquoi je ne me formerais pas en tant que coach, carrément, tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé à me former en tant que coach aussi. Et en parallèle de ça, donc je quittais un petit peu le milieu sportif et j'étais dans le milieu entrepreneurial. Et dans le milieu entrepreneurial, j'avais besoin de coacher aussi des entrepreneurs qui en faisaient la demande. Donc, ça a été vraiment une transition très souple de passer d'entraîneur à coach dans l'aviron, à coach dans le milieu entrepreneurial et à coach dans le milieu de la santé mentale, coach de vie, on va dire, hein, carrément. Mais ça s'est fait de manière très fluide et très progressive, et en augmentant au fur et à mesure les compétences, en élargissant les compétences, ou en les mettant de plus en plus spécifiques, comme en ce moment dans le haut potentiel. Toujours Nat qui me dit, quel a été ton déclic pour cette orientation professionnelle? J'en ai parlé dans la première vidéo, hein, c'était vraiment un burn-out, et un besoin de recentrement sur des valeurs beaucoup plus personnelles, qui fait que je me suis recentré sur le haut potentiel qui me touchait, et qui m'apporte beaucoup plus d'épanouissement.
Et le déclic, ça a été un burn-out dans lequel je ne pouvais plus continuer dans cette activité professionnelle dans laquelle j'avais l'impression d'être à contre-courant, malgré que j'ai eu une bonne réussite dedans, hein, mais c'était vraiment, j'avais l'impression de remonter un fleuve à contre-courant tous les jours, alors que j'ai plutôt envie, comme à l'aviron, de me mettre dans mon bateau et de glisser comme ça sur l'eau, dans le sens du courant, mais c'est ce que je trouve aujourd'hui dans le potentiel. Toujours Nat, comment es-tu arrivé à cette spécialisation d'accompagner des hauts potentiels? J'en ai parlé aussi dans la première vidéo, Nat, donc je ne sais pas si je vais avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent à raconter. Non, j'ai déjà tout raconté dans la première vidéo, donc je te renvoie à la première vidéo, Nat. Amalia, 65 ans, du Maroc. D'où vient ta générosité, celle qui te permet de postuler, partager avec nous? Je ne peux pas m'envoyer des fleurs par rapport à ça parce qu'en fait, c'est vraiment dans ma nature. J'ai des parents qui sont comme ça, et notamment ma mère, qui a toujours été dans la générosité et qui m'a transmis vraiment cette générosité naturelle. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, j'étais l'enfant à l'école lorsque la maîtresse demandait de ramener, je sais pas moi, des verres pour faire une expérience à l'école. En fait, je ramenais des verres pour toute la classe parce que tout le monde me disait est-ce que tu peux me ramener un verre? Je disais oui, je peux te ramener un verre. Et en fait, j'arrivais avec des paquets de verres entiers. La maîtresse elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis tiens, tel copain il m'a demandé. Mais il faut que tu arrêtes de dire oui, dis pas oui. Elle avait même appelé ma mère, mais il faut qu'il arrête de faire ça. Moi, ça me gênait pas. On en avait à la maison, mes parents étaient dans la restauration, on avait plein de verres, donc je les amenais. Et j'ai toujours été comme ça dans la générosité de partager, d'échanger. Et maintenant, c'est vraiment une philosophie parce que je pense que le soleil se lève tous les matins pour tout le monde. Je pense que c'est une très belle analogie. Quand on se réveille le matin, le soleil se lève pour moi, mais il se lève aussi pour mon voisin et pour tous mes voisins. Hein. Donc tout le monde peut bénéficier du soleil. Et mis à part si c'est moi qui viens mettre ma main sur le visage du voisin pour l'empêcher d'avoir le soleil, en fait, on n'a pas besoin d'être égoïste, en fait. La générosité, elle est dans l'abondance, dans la nature. Et le soleil est là pour tout le monde, se lève pour tout le monde. Et il se lève de la même manière dans les activités professionnelles, dans les relations sentimentales, dans les relations sociales aussi. Donc la générosité, elle m'a vraiment été transmise par mes parents, notamment par ma mère, qui fait que je partage de manière très naturelle mes connaissances. Et en plus, j'ai une philosophie de vie qui fait que notre ADN est programmé pour être créé, apprendre des choses nouvelles et les transmettre de manière améliorée. L'être humain, c'est pour ça, enfin l'être humain, même tous les êtres vivants, se construisent, apprennent des choses nouvelles, modifient l'ADN pour transmettre. C'est l'épigénétique, des gènes qui s'éveillent, qui se transforment et qui fait qu'on évolue pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et je pense que de briser ce cycle de la transmission, c'est briser le cycle naturel de notre ADN, donc de ne pas transmettre. Donc c'est vraiment ancré au fond de moi que quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin de le transmettre de manière améliorée avec ma perception à moi et mon amélioration à moi. Donc c'est pour ça que j'ai cette générosité de toujours transmettre. Toujours Amalia, comment tu te sentais avant de découvrir le haut potentiel? J'en ai un petit peu parlé aussi dans la première vidéo. Il y avait un profond sentiment de différence, d'incompréhension du monde qui m'entourait. J'avais vraiment l'impression d'être dans un monde d'extraterrestres. Voilà. Notamment quand j'étais beaucoup plus jeune au collège, j'en ai parlé dans la première vidéo, au collège et à l'école primaire. Je me sentais vraiment très différent, limite parfois anormal. Je pensais même, à un moment de ma vie, j'ai même peut-être pensé être un petit peu autiste, peut-être, parce que j'étais tellement replié sur moi-même par rapport à ça. Donc, on va dire un profond mal-être, pas un mal-être de surface, de mauvaises relations avec les copains, un profond mal-être en disant je suis totalement différent et je ne sais pas dans quel zoo je suis tombé sur une planète d'extraterrestres. Voilà comment je me sentais avant mon potentiel. Plus âgé, j'ai réussi à mettre un masque social, à m'adapter, à trouver, grâce au sport de haut niveau, j'en parle à la première vidéo, des voies d'épanouissement comme ça. Et quand j'ai découvert mon haut potentiel, ça m'a permis de me soulager en disant enfin, j'ai un mot sur toutes ces années que j'ai eues dans le passé où je ne me sentais pas bien. Ça me permet vraiment de comprendre, d'avoir une clé de compréhension. Une question de Kiron qui nous dit « Te savais-tu au potentiel quand tu as rencontré ton épouse ?» Non, pas du tout, puisqu'on s'est rencontrés très jeune. J'avais 22 ans, 24 ans, 22, je ne sais plus. Donc non, je ne le savais pas. Vincent, 50 ans, ingénieur en région parisienne, me dit « Combien de revenus arrives-tu à dégager pour toi et ta famille ?» C'est une question précise, ça. Alors, vu qu'on est en France et que ça peut choquer certaines personnes, on a eu la question dans la première vidéo, je génère assez de revenus pour avoir une vie familiale très confortable et développer beaucoup de projets au niveau de l'Université des potentiels, mais pas assez. Parce que j'ai des projets qui sont
très ambitieux et pour ça, j'ai besoin de beaucoup de moyens économiques. Donc pour l'instant, on n'a pas atteint l'objectif de revenu que je voudrais qu'on ait avec l'université pour développer tous mes projets. Donc ma famille se comporte très bien, mais les objectifs économiques que moi je me suis fixés avec l'université de potentiel ne sont pas atteints parce qu'il y a des projets que je veux développer qui nécessitent ces revenus. Donc on est en voie d'évolution d'y aller. Toujours, Vincent, parle-nous de ton palmarès sportif et dans quelle année il s'est déroulé. Ouh, alors moi je suis très mauvais pour les dates. Palmarès sportif, alors j'ai aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, j'ai 46 ans, je suis né en septembre 75. J'ai commencé l'aviron lorsque j'avais 14 ans. Je suis rentré à l'âge de 15 ans dans le club plutôt. J'ai fait ma première médaille à 18 ans de champion de France à l'aviron. Donc je vous laisse calculer les années, parce que là je ne suis pas bon du tout. À 18 ans, et à partir de 18 ans, je suis rentré en équipe de France. C'est là que j'ai fait toute ma carrière de haut niveau, où j'ai été plusieurs fois médaillé au niveau national et international. Je n'ai malheureusement pas fait les Jeux Olympiques, parce qu'il faut savoir que les Jeux Olympiques, il faut se sélectionner l'année précédente, faire un certain temps, un certain chrono pour pouvoir être sélectionné pour les Jeux Olympiques et y participer. Les Olympiades, c'est tous les 4 ans. Et malheureusement, ça n'a pas été dans les années où j'ai pu être le plus performant. Donc voilà, c'est un des regrets maintenant, mais c'est pas bien grave. Le sport m'a tellement apporté de manière chose positive que j'aurais fait les Jeux Olympiques ou pas, j'ai quand même eu le bénéfice que j'ai eu avec le sport de haut niveau et que j'ai fait les Jeux. Si j'avais fait les Jeux Olympiques ou pas, ça aurait été la même chose, je pense, au niveau des bénéfices que j'ai aujourd'hui. Donc le palmarès sportif, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur mon palmarès sportif? L'aviron m'a apporté 90% de ce que je suis aujourd'hui. L'aviron, particulièrement, le sport de haut niveau aussi. Sport d'équipe, l'aviron, sport de rigueur technique, sport d'équilibre, sport de glisse, sport à la fois technique et physique d'endurance, sport dur, sport d'extérieur. Donc voilà, beaucoup de résilience. Et cette résilience m'a vraiment aidé dans la construction de ma personnalité. Parce que le haut potentiel a vraiment besoin de cette résilience. Et il y a une très bonne résilience à la base, mais de développer sa résilience, ça permet aussi de mieux supporter les contraintes du haut potentiel dans la société avec les normaux-pensants, dans le fait qu'on est différent, qu'on est parfois rejeté, qu'on a parfois besoin de se battre plus, de se défendre plus que d'autres personnes. Donc vraiment, ça m'a apporté beaucoup. Et donc, je te laisse calculer les années pendant lesquelles j'ai fait ces médailles-là. J'étais donc rameur au Cercle de l'Aviron de Marseille. Si tu veux faire des recherches, il y a toujours mes photos dans le club. Un jour, j'irai faire une vidéo d'ailleurs des photos dans lesquelles j'ai fait les médailles, parce que le club affiche les photos des médaillés au niveau national et international. Et voilà. Toujours Vincent qui nous dit maintenant, avec cette nouvelle activité, es-tu plus heureux? Ah oui, oui. Je suis 1000 fois plus heureux qu'avant quand j'avais mon activité dans le marketing. J'avais un poste qui était avec beaucoup plus de responsabilités. J'avais un contact social beaucoup plus éclectique parce que j'accompagnais des centaines d'entrepreneurs dans différentes thématiques. C'était extrêmement intéressant, mais franchement, je m'épuisais. Et le tournant qu'a pris le marketing numérique ces dernières années ne me convient pas du tout, puisqu'on est arrivé à une maturité qui fait que le marketing web est plus dans ses lettres de noblesse aujourd'hui. On voit de l'arnaque, on voit de tout, et ce qui fait que d'être pris dans ce brouhaha comme ça en tant que marketeur, ça ne me convient plus du tout, ça ne me convenait plus du tout. Et donc je m'épanouis beaucoup plus aujourd'hui. Marie-Ange, bonjour, qu'est-ce qui a fait que tu aies été détecté? C'était par rapport à mon fils, j'en parle dans la première vidéo. Tu pourras aller voir la première vidéo dans laquelle j'explique pourquoi je suis allé consulter un psychologue spécialisé pour mon fils, et ça a découlé à ma propre détection. Un anonyme qui nous dit « Bonjour Siegfried, rencontres-tu des difficultés dans le cadre de l'éducation de tes enfants HP, et dans ce cas, quelles sont les solutions pour y remédier ?» Oui, j'en rencontre beaucoup. Beaucoup parce que déjà, premièrement, mes enfants n'ont pas du tout la même approche psychologique. Ma fille est totalement dans les émotions, et mon fils, c'est beaucoup plus dans l'intellect. Donc dans l'approche, déjà, je leur fais des cours tous les deux en même temps, c'est-à-dire on fait des apprentissages ensemble. Donc il faut que je m'adapte à la fois à mon fils, ma fille, et c'est un jeu de jonglage sur un fil d'équilibriste tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas. Et des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Et franchement, il n'y a pas de recette toute faite pour ça. Parce qu'il faut à la fois réussir à capter ma fille qui a un côté très émotionnel. Si on le met dans des trucs carrés et tout ça, ça ne lui plaît pas. Et mon fils qui a besoin justement de ce côté carré rigueur, parce qu'il a un petit trou de déficit d'attention, ce qui fait qu'il a besoin d'être dans un cadre.
Donc c'est vraiment... c'est jongler avec les deux. Et je ne pourrais pas te donner de recette particulière. C'est vraiment aller piocher dans la pédagogie positive, dans la pédagogie des approches pédagogiques, Montessori, Freinet, Steiner, donc on appelle ça la communication non violente, dans aussi des méthodes de productivité que moi j'ai appris, que j'enseigne pour justement aller à l'essentiel, faire la moindre chose, mettre plus de liberté dans ce qu'ils font quand ils en ont besoin, faire des pauses. Mon fils, je lui dis toujours, travaille debout, ne mets pas sur une chaise, travaille debout, fais une pause, fais des pompes, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment une adaptation permanente, ce qui fait que c'est pas évident du tout. Toujours une question de l'anonyme qui me dit, avant d'être testé HP, quel signe fort indiquait ta différence? J'en ai déjà parlé. C'est des grosses sensations de différence au niveau du ressenti, d'avoir une impression dans un zoo d'extraterrestres. Lorsque tu as rencontré ton épouse, est-ce que cela a été une évidence pour tous les deux? Ça n'a pas été une évidence, mais ça a été on avait l'impression d'être en couple déjà depuis des années, en fait. On a eu tout de suite une intimité, un petit peu comme une intimité fusionnelle, en fait. Donc elle a une grande différence d'âge, ma femme a 10 ans de moins que moi. Et quand on s'est rencontrés, elle était très jeune, elle avait 16 ans, moi j'en avais 10 de plus, 16-26, donc déjà à cet âge-là, ça fait une sacrée différence. Merci pour mes beaux-parents d'ailleurs qui ont accepté ça. Et tout de suite, on s'est sentis très proches, c'est-à-dire qu'on avait une sorte d'atome crochu, comme quand on a des éléments qui sont en face de l'autre et ça ne s'approche pas, mais quand on change la polarité, tac, ça se colle, et de manière fluide et naturelle. Et dès le début, on était très proches, on était très fusionnels. Et on est toujours autant proche et fusionnel aujourd'hui, après 20 ans de vie commune. Donc oui, c'était une sorte d'évidence au début. Alors pas une évidence, parce qu'on avait une grosse différence d'âge, et je me disais à cette époque-là, ça va être compliqué, parce que moi je suis plus âgé, j'ai déjà un appartement, tout ça. Elle n'a que 16 ans, d'avoir une vie commune. Moi j'avais plutôt des envies de vie de couple à ce moment-là. Mais en fait, tout s'est fait de manière très fluide après, donc voilà. Laurie, 55 ans, quel a été ton niveau de soulagement de mettre un nom sur ta différence? Waouh! Ça a déjà été une envie de pleurer. J'étais face à la psychologue, donc je me suis quand même retenu. Mais j'avoue que j'avais bien envie de pleurer. Et surtout, soulagement de mettre un mot, de ne pas être fou déjà. De mettre un mot sur toutes ces sensations de différence. Surtout, ça a été une sensation, j'en parle dans les formations, bien sûr, que j'enseigne. C'était surtout une sensation de gâchis de toutes ces années, si je l'avais su avant. Déjà, j'aurais pu avoir une confiance différente en moi, j'aurais pu me faire confiance de manière plus profonde. Voilà, c'est plutôt une relecture avec une sensation de gâchis surtout, mais un gros soulagement. Toujours Laurie qui me dit, tes enfants ont-ils hérité de ton don? Si oui, comment les aides-tu avec leur douance? Alors, je ne m'amuse pas à faire une analyse sur mes propres enfants. Je les laisse. Eux me posent souvent la question, est-ce qu'on est au potentiel nous aussi? Parce qu'ils m'entendent parler que de ça. Je ne veux pas les stigmatiser avec ça. Je sais que ma fille a un très gros potentiel émotionnel. Elle est vraiment dans la créativité, dans l'artistique, tout ça. Donc elle va s'orienter là-dedans. C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. C'est nature. Mon fils, c'est beaucoup plus que moi dans l'intellect. Il est un petit trou de déficit d'attention qui est très présent chez le potentiel aussi. Donc voilà, je ne suis pas en train de les pousser, d'en faire des bêtes de foire, quoi que ce soit. Je les laisse dans leur liberté. Je m'interdis un petit peu de les analyser. Je le fais inconsciemment. Il présente effectivement, mon fils présentait très tôt un mode de pensée très très jeune qui était assez différent. Il se posait des questions sur le soleil, la lune, etc. Alors qu'il était encore dans le porte-bébé de la voiture derrière. Ma fille ne se pose pas beaucoup de questions, mais elle vit à travers ses émotions. C'est plutôt ses émotions qui la traversent, donc elle a un côté très émotionnel. Donc si c'est le cas, ça se révélera plus tard, au fur et à mesure de leur parcours de vie. Mais comme ils ont déjà beaucoup de liberté aujourd'hui dans ce qu'ils font, ils n'ont pas cette contrainte que peuvent avoir d'autres potentiels dans le milieu scolaire, dans le milieu familial, puisqu'on a des parents qui sont éveillés à ça. Et on les a levés du système scolaire pour pas qu'ils aient à subir quelconque différence par rapport à ça. Donc ils ont toujours des amis aussi, mais ça se passe avec beaucoup de liberté. Donc voilà, je pense qu'ils ont hérité de quelques, comme tous les enfants héritent de quelques similitudes avec leurs parents. Est-ce qu'on peut considérer ça comme don? Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils soient épanouis, avec ou sans don. Donc je ferai tout pour qu'ils soient épanouis. Christine. Bonsoir Siegfried, merci d'avoir créé l'Université des hauts potentiels. Que représente pour toi Maître Yoda et l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci? Alors Maître Yoda, j'en ai parlé dans la première vidéo. Je te renvoie à la première vidéo, il y a une petite résumé. Et l'homme de Vitruve,
qui était dans mon ancien fond, qui d'ailleurs qui n'y est plus. L'homme de Vitruve, pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est le dessin qu'on a décidé d'envoyer sur Voyager 1, si mes souvenirs sont bons, qui est une sonde spatiale qui est sortie du système solaire, d'ailleurs à l'heure où on fait la vidéo, avec ce petit disque comme ça, d'or, avec un message justement pour les potentiels extraterrestres que la sonde rencontrerait. Et il y a l'homme de Vitruve dessus pour présenter l'homme. Et en plus, ça fait référence aussi à Léonard de Vinci, qui je pense était un des premiers hauts potentiels que personne ne pourra contester d'ailleurs. Donc c'est à la fois un petit clin d'œil à Léonard de Vinci au potentiel en son époque, qui touchait à tout, à la fois la science, la physique, que j'aurais adoré rencontrer quelqu'un comme ça à l'époque, et lui dire, mais franchement, vous êtes dans la vérité. Et aussi le fait que c'est sur l'homme de Vitruve qu'on a envoyé dans l'espace pour élargir tout ça aussi. Question anonyme. À quel moment, Siegfried, te sens-tu précisément au potentiel? Bonne question. C'est à quel moment je me sens au potentiel? À quel moment je me sens au potentiel? Alors déjà, je me sens au potentiel dans le fait que je prends beaucoup de hauteur sur tout. Alors, c'est pas que je me place au-dessus, mais c'est que de suite, j'ai cette arborescence qui fait que quand je suis face à une problématique, un sujet, j'essaie d'englober le sujet avec un maximum de connaissances pour me faire une idée neutre, ma propre vérité sur le sujet. Donc là, je me sens potentiel dans le fait que je ne mets pas des œillères comme beaucoup de personnes, ou comme je ne me contente pas de ce qu'on me dit, que je vais chercher des questions pour avoir le maximum de connaissances sur le sujet et pouvoir me faire ma propre vérité sans chercher à convaincre qui que ce soit. Donc là, je me sens au potentiel, dans le fait que j'essaie d'avoir l'humilité, mais la connaissance qui va avec. Et quand je me sens au potentiel, c'est quand effectivement, j'en parlais dans la première vidéo, mais c'est quand je rencontre des personnes et que j'ai ce don de reconnaître le meilleur en chacune des personnes que je rencontre. J'arrive à voir ce qui est bon chez elles. Et je sais justement où ça se trouve, cette lecture automatique, c'est quasiment instinctive là-dedans. Et là, je sens que c'est toute mon expérience au potentiel d'analyse du verbal, du non-verbal, de vibratoire même, on pourrait dire, qui fait que j'arrive à déceler ça hyper rapidement. Dans laquelle des 9 intelligences d'Howard Gardner te sens-tu le plus performant? Ah, intéressant ça. C'est une question de la même personne qui reste anonyme. Donc les 9 intelligences, je crois qu'il y a l'intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, kinesthésique, musicale et naturaliste. 5, 6, 7, 8, j'en ai oublié une. J'en ai dû en oublier une, c'est pas grave. Dans laquelle je me sens le plus performant. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'intelligence interpersonnelle. La relation interpersonnelle, c'est là où je me sens dans l'analyse, le décryptage des personnes, du fonctionnement des personnes. Je sais ce qu'une personne pense et je le sais mieux que ce qu'elle-même ne le pense. Voilà. C'est ce qui fait en général un bon coach. Pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pour te dire comment je fonctionne. Voilà. Une question de Gigi Moon. Est-ce que tu crois en l'amour du premier regard? Ah, très bonne question ça. Est-ce que je crois en l'amour du premier regard? Non. Je crois qu'il peut y avoir un amour au premier regard, c'est vrai. Mais après, le véritable amour, le grand amour, ne peut venir qu'après la phase de lune de miel. Parce que le coup de foudre du premier regard, ça fonctionne, mais l'amour ne peut perdurer que dans un bon contexte. Et donc ne peut durer qu'avec aussi un amour de raison derrière aussi. Un amour coup de foudre, parfois, ça peut fonctionner, mais derrière, quand on commence à mettre la raison, il y a de plus en plus de divergences qui fait que le couple s'éloigne, il ne peut pas s'entendre. Donc ça peut marcher, mais c'est très rare quand un coup de foudre se transforme en amour de raison derrière. Il y a vraiment des raisons profondes, durables, pérennes qui soient là. DJ Moon qui me pose d'ailleurs une seconde question. Comment tu as fait la connaissance de ta femme? Très bonne question intime, ça. J'ai rencontré ma femme dans une compétition internationale d'aviron. Chaque année, il y a une compétition d'aviron. Enfin, il y avait une compétition d'aviron à Cannes qui se déroulait. On appelait ça les internationaux de Cannes-Mandelieu. Où pour nous, les rameurs, c'était vraiment la dilettante. C'est-à-dire, c'est une régate internationale, mais on venait plus pour faire la fête, aller se baigner à la plage, et en plus faire des compétitions de sprint où on s'éclatait.
Et ma femme, à cette époque-là, était serveuse dans le petit bar qu'il y avait juste à côté du club d'aviron. Donc, comme beaucoup de sportifs, on avait la troisième mi-temps, comme les rugbyman, hein, un petit peu. Le rugbyman et les rameurs, c'est à peu près la même chose. Et donc, quand on termine la régate, on allait au bar à côté où elle servait. Et c'est là où on s'est rencontrés. Voilà, c'était une rencontre grâce à l'aviron, encore une fois. L'aviron qui m'a apporté tellement de choses. C'est pour ça que j'ai toujours donné sans compter l'aviron, parce que c'est un sport qui m'a apporté tellement de choses. Là, on pourrait dire c'est un fait du hasard, une synchronicité, mais c'est l'aviron qui, si j'avais pas fait l'aviron, j'aurais pas rencontré ma femme aujourd'hui, qui n'était pas une rameuse, qui elle est par contre une handballeuse de très haut niveau aussi, hein, mais qui elle fait du handball. Voilà la rencontre. Microscope oublié, c'est le pseudo, qui me dit: bonjour, en tant que haut potentiel, t'arrive-t-il d'avoir des visions prémonitoires, intuitions très fortes au point que cela te perturbe? Non, je n'ai pas de prémonition. Je suis pas un je suis pas un précog. Ça ne me perturbe pas. Par contre, j'ai des visions d'images que je n'ai pas encore réussi à expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je ferme les yeux, notamment au niveau du coucher, quand je ferme les yeux, quand je suis déconnecté de tous les stimuli extérieurs, m'apparaissent des images. Et j'ai pas trouvé la réponse à ces images-là. Alors j'en déduis aujourd'hui que c'est mon cerveau qui génère des images aléatoires. Mais pourquoi ces images aléatoires? Pourquoi des images que je n'ai pas vues avant? Il va falloir qu'un jour j'explore ça. Pourquoi en me concentrant particulièrement, en ayant une certaine vibration d'esprit à ce moment-là, au moment du coucher. Et quand je me concentre comme ça, en l'intérieur de moi, je vois ces images-là avec une certaine couleur en plus. Mais je ne sais pas si ce sont des prémonitions, des visualisations paranormales, ou si c'est simplement mon cerveau qui génère des images aléatoires comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Encore une question de microscope oublié. Avant de rencontrer l'amour de ta vie, ta femme, comment gérais-tu les autres relations et l'incompréhension qu'il y avait entre toi et ton ex-conjointe? Ben, il n'y en avait pas, parce qu'en fait, j'en parlais pas. Déjà, je ne le savais pas, j'étais au potentiel. Mais dans les différences que j'avais, le truc fait que je choisissais toujours mes compagnes, et j'en parle dans la première vidéo, je choisissais toujours mes compagnes de manière très profonde et sincère. Donc, j'ai jamais eu... alors je ne vais pas mentir non plus. À chaque fois que j'avais une relation sérieuse, c'était une relation très sérieuse pour moi. Dès la première fille avec qui je suis sorti, c'était une relation toujours parce que je lui trouvais beaucoup de qualités physiques, intellectuelles, et je savais qu'avec elle, je pouvais échanger. Donc j'ai rarement eu de petites copines avec des personnes qui n'étaient pas capables de me comprendre. Voilà. Et à côté de ça, j'avais des relations très légères, mais c'était vraiment des relations très légères. C'est-à-dire que je savais très bien que ça ne durait pas plus d'une soirée. Donc, c'était pas la peine de chercher la discussion philosophique, il n'y en avait pas du tout. Donc voilà, c'est dans les deux extrêmes. Donc, un petit peu comme un haut potentiel d'ailleurs, tu peux être dans les deux extrêmes. Mais voilà, j'ai toujours choisi mes compagnes de manière à ce qu'elles puissent me comprendre. Et elles m'ont toutes compris avec ma différence d'ailleurs. J'ai pas eu de rejet en tout cas par rapport à ça. Enfin, j'ai eu de rejet de séduction, hein, mais voilà, j'étais assez solide pour pas le subir. Farid, qui me dit de Bretagne: j'aurais bien aimé que tu nous décrives plus en détail ton switch professionnel, en combien de temps tu l'as fait, par quelle phase tu es passé, et si toi-même tu as eu besoin d'être accompagné dans la démarche. J'ai déjà répondu dans la première vidéo, Farid, tu pourras retrouver ça dans la première vidéo, le lien est en description. Nala, qui nous dit: as-tu effectué un test Vice? Oui, j'ai effectué un test Vice en cabinet avec un psychologue spécialisé chez le potentiel, c'est même dans un cabinet Cogitose, pour ceux qui connaissent. Je l'ai déjà fait et ça m'a dépisté en tant que potentiel, et j'ai été très déçu du test Vice 4 quand je l'ai passé, même si on a trouvé que c'était positif. Te sens-tu utile et épanoui, me demande Nala aussi. Je me sens très utile aujourd'hui et épanoui. Je ne vais pas dire très épanoui, mais épanoui. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour me sentir vraiment épanoui, mais je me sens très utile aussi aujourd'hui, mais pas autant que ce que je voudrais. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire pour me sentir très utile. Une dernière question de Lionel, 54 ans, qui me dit: bonjour Siegfried, quelle est ton analyse globale de la période Air Covid, et selon toi, quelle est la meilleure attitude à adopter face à cette conjoncture? J'en ai déjà parlé au début. L'attitude à adopter, c'est une attitude très détachée. Faut couper les informations, les médias, les journaux,
Alors ça va faire un discours très sectaire, mais c'est pas ça du tout. Hein. Moi qui ai travaillé dans le marketing avec les médias, je sais comment ça se passe. Il y a 70, 80, 85% des informations qui sont achetées dans les médias, achetées directement ou indirectement, hein, pour un placement publicitaire, par une relation de subordination, bref. Donc tout ce qui est dans l'information, qu'on te donne, qu'on te présente, il ne faut pas le regarder. Les journaux, tout ça, ça sert à rien. Par contre, toi, aller choisir ton information, c'est bien. Mais il ne faut pas se dire, tiens, je vais choisir l'information que dans les gens qui valident mon idée de fond. Il faut se dire, ok, je vais chercher des informations là-dedans. Et je vais chercher des informations totalement dans l'inverse, pour voir quel est le son de cloche différent. Et ça te permet d'avoir une vision globale. Moi, c'est ce que je fais. Dans le Covid, je suis allé chercher des informations dans les gens qui ont la même pensée que moi, des experts dans leur domaine, et je suis allé chercher des réponses dans les gens qui sont à l'opposé de ce que moi je pense, pour voir où était la cohérence dans ce qu'ils racontaient, s'il y avait des choses bonnes à prendre. Donc je te recommande de faire pareil, mais de surtout d'arrêter d'écouter les médias, télévision, journaux, radio. C'est les chroniqueurs, tout ça. Si tu savais, moi qui l'ai vécu de l'intérieur, il n'y a quasiment rien à prendre. Donc c'est avoir beaucoup de détachement et être surtout patient par rapport au Covid. Ça ne va durer qu'un petit moment, cette crise. Ça ne va pas durer 50 ans. Hein. Donc il faut être juste un petit peu patient. Ça peut être compliqué d'être patient, mais patience. Voilà, patience. Patience, et va chercher toi-même l'information. Quel est ton objectif par rapport à l'UHP, l'université? J'en ai déjà parlé. Enfant, quel métier rêves-tu de faire? J'en ai déjà parlé aussi. Et je suis arrivé à la fin de ces questions. Je te remercie si tu écoutes encore cette vidéo. C'est que tu es resté jusqu'au bout de cette très longue vidéo dans laquelle je parle que de moi. Mais c'était pour t'inspirer, pour t'expliquer un parcours de haut potentiel, pour avoir un témoignage, pour vraiment t'aider. Te dire, tiens, ça résonne en moi, tiens, ce qui m'explique que je comprends, moi aussi je l'ai vécu, tiens, je pourrais faire comme il a fait lui aussi, etc. Et ça nous permet aussi de mieux nous comprendre, de voir quel est l'humain derrière la mascotte qui s'agite comme ça devant la vidéo tous les jours, et de comprendre qui je suis derrière, et que je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être comme certains coachs sur le web qui se disent je suis le grand gourou, je fais tout bien, j'ai une vie parfaite. C'est pas vrai, c'est faux, et pas du tout. Et en plus de ça, voilà. Bref, voilà, ça te permet de mieux nous comprendre. N'hésite pas à mettre un like à la vidéo et surtout un petit commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu veux que je fasse d'autres FAQ comme ça, plus privés, peut-être encore beaucoup plus privés, plus poussés, ou sur des sujets beaucoup plus spécifiques? Est-ce que ça t'a plu? Sinon, j'en ferai plus. Et puis, c'est pas grave, comme ça, on parlera d'autres sujets. Mais dis-moi ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Ce serait la récompense pour cette longue vidéo. Je te dis très vite pour une autre vidéo plus courte. Bye bye.